Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créée et animée par André Loez. Cette semaine et la semaine prochaine, nous parlons de colonisation et de mondialisation, avec une pensée particulière pour les étudiantes et les étudiants en pleine révision pour le concours de l'ENS. Vous retrouvez tous les épisodes sur le site parolehistoire.fr, sur la chaîne YouTube du podcast. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur iTunes, Spotify, sur YouTube, toujours apprécié. Rendez-vous également un vendredi sur deux dans le podcast Le Fil de l'Épée en partenariat avec Alexandre Jublin et le Collimateur. Merci et très bonne écoute. J'ai le plaisir de recevoir Christina Gialinbou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Paris 1. Vous avez publié au début du mois de mars Des scouts en Malaisie britannique, une histoire de la mondialisation culturelle de la jeunesse aux presses de Sciences Po. Un livre qui m'a beaucoup intéressé, d'autant plus que cette année, moi j'ai préparé un programme avec mes étudiants sur la mondialisation des années 1880 aux années 1930. Et donc le sous-titre, cette histoire de la mondialisation culturelle de la jeunesse m'a beaucoup intrigué. Est-ce que vous pouvez, peut-être pour commencer, expliquer le projet de votre livre, le projet de cette recherche, et on rentrera évidemment après dans certains détails. Je dirais que le début en fait de ce livre, ces débuts en fait dans un paradoxe que j'ai constaté quand, de manière assez intéressante, quand je suis venue en France. Il faut peut-être que je dis à tout le monde que j'étais guide. Donc, voilà, c'est souvent la question qu'on me pose en fait. Oui, vous avez fait du scoutisme, oui, qui est l'objet de votre livre. C'est tout à fait ça. Donc j'étais guide donc quand j'étais à Singapour donc du coup évidemment pour moi c'était pas du tout étonnant de voir les jeunes guides et des scouts en uniforme par exemple dans un parc un samedi, dimanche. Mais j'étais par contre très intéressée de voir que tiens, en fait, il y a des scouts en France. Et donc du coup, j'ai commencé à me poser des questions. Mais tiens, où sont les origines? Pourquoi est-ce qu'il y a des scouts? Et quelles sont les différences en fait? Est-ce qu'il y a des différences entre les scouts en France et les scouts chez nous, ou bien les scouts en Angleterre? Et je me suis dit que puisque les origines en fait de ce mouvement tellement en fait c'est très très centré en histoire coloniale, pourquoi est-ce qu'on a gardé quelque chose qui est tellement qui était au début un instrument utilisé par comment on dit, colonisateurs, et c'est un outil en fait qui était plus tard utilisé, réapproprié aussi par les anciens colonisés, même dans l'ère postcoloniale. Donc c'est ça, en fait, le paradoxe qui m'a beaucoup intriguée, et ça a lancé, en fait, le projet. Un projet donc, qui s'intéresse au mouvement en Malaisie britannique des scouts et des guides, donc garçons et filles, dans la première moitié du XXe siècle globalement. On va y revenir plus en détail. Cette recherche, vous l'avez faite dans quel cadre? Parce que vous avez parlé de Singapour, ensuite de la France, mais vous avez aussi étudié ailleurs. Donc quel était le cadre, notamment pour votre doctorat? En fait, j'étais en co-tutelle. J'ai fait une co-tutelle à l'Université catholique de Louvain et la HSS. Et j'ai eu la chance, j'ai bénéficié d'un mandat, comme on dit en Belgique, un mandat d'aspirant du FNRS. Donc c'est un peu comme l'équivalent, pour ceux qui ne savent pas, du CNRS en Belgique. Et je suis très, très reconnaissante, en fait, envers le FNRS, parce que le FNRS m'a vraiment donné le meilleur cadre possible pour faire mes recherches, parce que c'était vraiment idéal. Je dis toujours aussi aux jeunes étudiants, mes étudiants en master et les jeunes doctorants, qu'il faut toujours avoir un financement avant de se lancer dans la recherche, parce que c'est pas facile du tout. Et c'est pas facile, j'imagine, pour faire de l'histoire coloniale, parce que ça implique des déplacements, ça implique aussi une maîtrise linguistique. Alors, dans les textes et les archives sonores, on va en reparler, que vous utilisez, il y a différentes langues qui sont mobilisées. C'est un livre qui est écrit en français, avec beaucoup de citations en anglais, mais aussi des gens qui parlent à l'époque le chinois, qui parlent d'autres langues. Donc, quel a été un peu l'univers linguistique dans lequel vous avez travaillé pour faire ce livre? Alors, j'utilise notamment les sources en anglais, évidemment, mais aussi en mandarin, en dialecte, différents dialectes chinois. Comme, par exemple, il y a des sources, en fait, qui sont en cantonais, en Hakka. Moi, je suis d'origine Hakka, donc pour donner un petit peu de contexte. Et aussi le malais. Et d'ailleurs, je pense que la première source dont j'ai citée dans le livre est justement une source en malais.
Alors la Malaisie, il faut situer un petit peu pour les personnes qui nous écoutent, qui n'ont pas forcément ça en tête. On parle de la Malaisie coloniale britannique. La Malaisie, pour visualiser, vous avez parlé de Singapour. Singapour, c'est l'extrême pointe sud de la péninsule malaise, mais une Malaisie qui est à la fois un ensemble appelé par les Britanniques Malaya, mais qui en fait administrativement n'est pas aussi cohérente et surtout du point de vue des populations est très très variée. Est-ce qu'on peut faire une petite présentation à quoi ressemble la Malaisie britannique quand vous commencez votre enquête, c'est-à-dire au début du XXe siècle? Ok, donc au début du XXe siècle, on a, si on parle vraiment de ce territoire, on a plus ou moins 45-48% de la population, ça n'a jamais vraiment changé au cours des décennies même, qui sont d'origine chinoise. Et puis suivi par on va dire 30 à 40, ça change là, ça fluctue un petit peu, des Malais. Et puis il y a aussi une population indienne qui est importante. Et enfin, une dernière, en Malaisie britannique et même aujourd'hui en Malaisie indépendante et Singapour, il y a ce qu'on appelle le CMIO, c'est-à-dire Chinese, Malay, Indian, Others. Donc on classifie les gens ainsi. Donc c'est des métis en fait? Même si vous êtes métis, vous pouvez être par exemple eurasien, d'origine eurasienne, mais vous serez classifié, indiqué comme Others, donc les autres. Comment dirais-je, c'est aussi important de savoir que Singapour par rapport à la Malaisie, donc il y a une différence à faire parce que Singapour est très majoritairement chinois. On dit souvent que c'est même une île chinoise dans sa mer Malais. Alors qu'en Malaisie, donc au nord, on a une population plus importante, donc une communauté malaise beaucoup plus importante. Et des territoires qui sont sous la tutelle britannique, mais pas exactement sous les mêmes formes, parce que Singapour, dès le début du 19e siècle, c'est une ville contrôlée directement par la couronne. Et il y a beaucoup d'endroits où c'est plutôt le indirect rule, comme c'est souvent le cas dans l'Empire, avec des autorités locales qui sont en place. Est-ce qu'on peut là aussi donner un petit peu le tableau de comment ça fonctionne? Alors, donc, en fait, on distingue, même si on dit Malaisie britannique, ou le terme c'est British Malaya, c'est un terme qui n'est pas du tout technique, c'est pas formel. C'est juste qu'on le dit pour simplifier les choses. Et il y a au moins 3 différentes entités administratives qu'on distingue. Donc, il y a les Unfederated Malay States, donc les États non fédérés, les États fédérés, et enfin des colonies de la couronne, comme par exemple Singapour, Penang et Malacca. Et donc, ces 3 entités, en fait, donc les États qui sont non fédérés, la plupart d'entre eux on va dire qu'il y a moins d'autorité et moins d'influence directe des Britanniques, même si ça quand même c'est important évidemment sur ces territoires. Et pour les États fédérés, donc il y a beaucoup plus d'intervention, il y a beaucoup plus d'influence des colons, etc. Et enfin, donc on a les colonies de la couronne qui là, effectivement, c'est 100% sur la domination coloniale. Une domination coloniale qui implique aussi la pratique de la langue anglaise pour une partie des populations, une partie notamment des élites locales. Et vous l'avez retrouvé cela à travers certains documents que vous avez étudiés. Alors, il y a différents types de sources dans votre travail. Il y a une source assez fondamentale dont il faut tout de suite dire un mot, ce sont des archives orales. Alors, sauf erreur de ma part, ce n'est pas des entretiens que vous avez vous-même réalisés, mais vous avez utilisé des entretiens collectés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Oui, bien sûr. En fait, j'ai de la chance parce que je dis aussi souvent aux étudiants qu'il faut profiter au maximum des archives, des sources qui se trouvent à Oral History Center de Singapour, dans le National Archives of Singapore. Voilà, le centre d'histoire orale. C'est ça, tout à fait. Et vous pouvez en fait même aller sur le site web des archives pour les écouter. Et la plupart, donc je ne dis pas tout, mais la plupart d'entre eux sont disponibles. Et donc ça, c'est très pratique, évidemment. Alors, qui est-ce qui a fait ces entretiens, qui les a enregistrés, dans quel cadre? Alors, donc ça a été fait par différents chercheurs employés, mandatés par les archives de Singapour. Donc évidemment, ça veut dire que souvent, lorsque les archives mandatent ou demandent à un chercheur d'effectuer ce genre de travail, il y a très souvent un sujet qui est déjà prédéterminé.
comme par exemple le développement économique de Singapour entre les années 70 et 60. Enfin, vous voyez, donc c'est vraiment dans un très spécifique. Donc là, il n'y a pas du tout, je dois dire d'emblée, il n'y a pas du tout un sujet qui était dédié, qui était fixé et mandaté ou par les archives, qui est vraiment centré sur le scoutisme. Ça n'existe pas. Et donc, pour retrouver tous les éléments que j'ai utilisés, les sources citées, par exemple, dans le livre, en fait, j'ai écouté la quasi-totalité des archives. C'est juste que je ne sais pas parce que c'est... Il y a plus de 900 heures d'audio que vous avez écouté. Oui. On va entendre un extrait de quelqu'un qui s'appelle Lim Pin, qui évoque son enfance dans cette Malaisie encore coloniale et les célébrations que ça impliquait. I don't celebrate any special occasions in school. The big celebration every year is Empire Day. Queen's birthday or something. Yeah, Queen's birthday is holiday. And then Empire Day is, the day where you celebrate Commonwealth. In those days, it's called Empire, British Empire, not Commonwealth. Commonwealth was a successor in name anyway, to British Empire. And that's a holiday. Alors, on vient d'entendre quelqu'un qui raconte, on est dans les années 1980-1990, quand ces enregistrements sont faits, des choses qui sont déroulées plus tôt dans le XXe siècle. Ça pose toute une série de questions de méthode. Dans quelle mesure on peut faire confiance à la mémoire des individus? Est-ce qu'ils reconstruisent leur propre parcours, leurs propres souvenirs? Aussi, est-ce que ces gens sont représentatifs? Lui, il s'appelle Lim Pin, donc je ne sais pas s'il est d'origine peut-être chinoise. Oui, il est d'origine chinoise. Voilà, il parle en anglais, mais est-ce qu'on est sûr d'avoir des Chinois, des Malais, des Européens, etc. Donc comment vous avez affronté ces enjeux de méthode qui évidemment sont importants pour ce type de sources? Ah oui, c'est très important. Et donc, alors d'abord, comme je disais tout à l'heure, j'ai consulté la quasi-totalité de toutes les sources disponibles et ces sources sont classifiées et sont donc cataloguées en fait par les différents thèmes évoqués dans chaque enregistrement. Donc, comme vous pouvez imaginer, lorsque vous interviewez quelqu'un, vous avez par exemple 5 enregistrement sur la même personne, donc, avec la même personne. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans les archives, donc, on donne des mots-clés. Donc, on peut retrouver ces informations assez facilement. Mais moi, j'ai décidé, donc c'est un choix méthodologique, de tout écouter, c'est-à-dire tout parcours de la personne, même si ça n'a pas directement, ça ne part pas forcément du scoutisme, par exemple. C'est pas ça l'enjeu. Je voulais aussi mieux comprendre en fait le parcours de la personne mentionnée et qui donne les informations sur sa jeunesse, sur son enfance, sur le scoutisme. Et dans le cas de cette personne qui est très intéressant, Lim Pin, en fait, il est devenu plus tard un professeur. Donc c'est quelqu'un qui est tout à fait, en fait, qui a suivi un cursus en anglais et en mandarin, en chinois. Et plus tard, dans l'extrait, en fait, il explique que, oui, dans une école chinoise, par exemple, vous avez une orientation qui est très tournée vers la Chine. Mais c'est un peu plus tard dans l'enregistrement. Et on va aussi voir comment ça va glisser, en fait. C'est très intéressant parce qu'il parle dans un anglais qui est tout à fait correct. Et tout d'un coup, lorsqu'il parle de ses expériences en tant que jeune, écolière dans une école chinoise, tout d'un coup, on constate qu'il y a un changement de syntaxe. Et c'est ça qui est intéressant parce que je me demande, je ne suis pas du tout spécialiste en psychologie ou des études cognitives, mais je me demande dans quelle mesure, parce qu'on parle on réfléchit à une autre langue, et donc tout à coup, ça a évidemment un impact sur la manière dans laquelle on va s'exprimer. Alors, ça a des implications aussi importantes du point de vue de l'histoire coloniale elle-même, puisque pendant longtemps, l'histoire coloniale s'est écrite avant tout avec des sources officielles émanant des États colonisateurs ou par l'intermédiaire des écrits, des journaux, des écrivains, etc., des métropoles. Là, ça permet de contrebalancer. Donc, vous avez aussi bien dans votre enquête des journaux scouts dont les rédacteurs sont avant tout britanniques, et puis des paroles de colonisés. Donc, pour vous, c'était important de tenir cet équilibre? Ah oui, tout à fait. Parce que ce qui m'intéresse avant tout, évidemment, sont des souvenirs, des ressentis et le point de vue des colonisés. Tout à fait. Et donc, c'est pour ça aussi que j'étais très contente d'avoir les archives venant des anciens colonisés.
Ces anciens colonisés qui représentent, il faut le dire aussi, une fraction sociale particulière, parce que d'abord tout le monde n'a pas témoigné dans cette démarche d'histoire orale, et puis tout le monde n'appartenait pas au mouvement scout, qui n'a pas concerné la masse. Alors je sais pas quelle était la taille de la population globale de la Malaisie britannique, mais je vous montrais que les effectifs des scouts, c'est jamais plus de quelques dizaines de milliers, donc ça représente quand même une petite fraction, souvent issue des élites. Oui, c'est plutôt les élites, mais en même temps, les élites comment? Parce que s'agit plutôt, je dirais même que c'est... si on gratte un petit peu plus, si on va un petit peu plus dans le détail, on constate qu'il y a quand même des jeunes écolières à l'époque qui sont, je dis toujours écoliers parce que la plupart des scouts à cette époque-là sont devenus scouts grâce à l'école. C'est dans l'école où le mouvement scout a été plus important et ils recrutent en fait les jeunes écoliers et donc ensuite il y a des activités après, comme on dit, extracurriculaires. Et je pense toujours à une anecdote de cette personne, Chan Chun-ho, qui en fait vient d'une famille qui n'est absolument pas du tout favorisée à l'époque, dans les années 20-30. Il arrive toujours à Singapour et il était très fier de porter un uniforme scout parce que ça a donné une sorte de statut à ce jeune écolier qui ne parlait pas un mot anglais. Et donc, je veux dire qu'il y a à la fois, évidemment, des élites, mais aussi ceux qui voient dans ce mouvement l'opportunité de faire autre chose, par exemple de pratiquer, de côtoyer par exemple d'autres personnes qui ne sont absolument pas du tout de leur milieu. Quand j'ai dit pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport aux élites, effectivement, je dis aussi qu'il y a des élites telles que les rois, les princes malais sont devenus scouts. Il y a aussi le cas de l'ancien premier ministre de Singapour, Lee Kuan Yew, qui est devenu scout, et son fils aussi. En fait, tous les trois anciens premiers ministres de Singapour étaient scouts. Oui, ça en dit long sur les continuités, on va y revenir, une continuité coloniale, post-coloniale très intéressante. Si on revient à l'origine, et ce que vous disiez au début sur ce mouvement scout et la manière dont il est né, c'est important peut-être de rappeler ce contexte et de dire qui était Robert Baden-Powell et comment c'est né, parce que c'est né aussi dans un contexte colonial, qui n'est pas celui de la Malaisie, mais un contexte colonial qu'il faut restituer. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'origine du scoutisme et sa connexion dès le départ avec l'idée d'empire britannique? Oui, en fait, Robert Baden-Powell était encore un colonel qui était qui est devenu un héros en fait lors du siège de Mafeking pendant la Seconde Guerre des Boers. Donc en Afrique du Sud. Et ensuite, il est devenu héros à un contexte particulier parce qu'à ce moment-là, le gouvernement britannique était confronté à un problème majeur. Et ce problème, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que tout d'un coup, c'est comme si la Grande-Bretagne se trouve inondée par, je cite, les hommes qui sont complètement inaptes. Ils ne peuvent pas devenir soldats, ce ne sont pas des bons soldats. Donc la question se pose, comment est-ce qu'on va trouver des bons soldats? Et puis, évidemment, de l'Empire britannique et la perpétuation donc, de l'Empire. Donc c'est ça la question. Comment former le futur homo imperialis? Comment faire que l'Empire perdurer dans... et donc, en fait, c'est à ce moment-là, parce que Lord Robert Baden-Powell, qui a su protéger la ville de Mafeking en Afrique du Sud, et est devenu un héros militaire, et il a été salué par tout le monde. Et comment est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait l'exploit militaire en Mafeking? Il a écrit et utilisé un manuel qui est intitulé Aids to Scouting. Et c'est en fait il a formé les jeunes soldats à sa méthode qui est un petit peu ludique et qui est un petit peu étonnant parce que c'est pas uniquement des pratiques militaires en fait. Et petit à petit en Angleterre en fait le livre est devenu très célèbre. Il y a des jeunes garçons par exemple qui se sont inspirés de l'exploit militaire de Baden-Powell et en rentrant en Angleterre, Baden-Powell, il voit que, tiens, en fait, les jeunes garçons sont très intéressés par ces méthodes et c'est en fait le roi lui-même qui va demander à Baden-Powell s'il peut faire quelque chose pour les garçons.
Oui, dans un contexte en plus d'Angleterre industrielle où on a peur de la dégénérescence physique, morale des adolescents dans les rues ou à l'usine, etc. Il faut les régénérer par une saine activité de camaraderie dans la nature. Donc en fait, c'est à la fois le contexte colonial, mais qui vient faire contrepoint avec la réalité sociale de l'industrialisation britannique. Oui, parce que il suffit de se référer, par exemple, au livre de Charles Dickens pour avoir une bonne idée de la Grande-Bretagne. À cette époque, il y a, par exemple, la pollution, toutes ces menaces, en fait, comme on dit, deux menaces qui venaient tout juste d'aviver, en fait, à ce moment autour du XXe siècle. Oui, effectivement. Et du coup, ça donne des pratiques de plein air, des pratiques aussi qui passent par le jeu et par la compétition. Et c'est intéressant parce que pour ces élites britanniques et ces jeunes gens britanniques appelés à être des soldats, des administrateurs, etc. dans l'Empire, on sait qu'il y a toute une dimension sportive de compétition, notamment dans les public schools où on pratique le cricket, le rugby, le football et que ça développe l'esprit d'équipe, le fair play, etc. Le scoutisme, c'est pas exactement ça, mais il y a à la fois des valeurs qui sont comparables, mais pas exactement identiques à la pratique sportive. On pourrait dire que ça se superpose, mais c'est pas exactement la traduction de des mêmes valeurs, de la même réalité. Oui, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est vrai que Baden-Powell s'inspire beaucoup. Par exemple, il utilise beaucoup des métaphores sportives comme being a good sport, doing what's cricket. Il faut dire aussi dans la société britannique, même ces termes, ces expressions restent. Donc, il a l'idée aussi d'être un good sport. Donc, qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce que ça se traduit en fait dans le scoutisme? En fait, il a essayé de créer donc dans sa pédagogie une autre manière d'insister sur la nécessité à la fois, par exemple, de sortir, d'être la vie à la bonne étoile. Donc ça, c'est tout à fait... savoir se débrouiller dans la nature, quoi. Exactement. Mais aussi l'idée d'être, comme le dit, un brick dans le mur de l'Empire. Et donc être un good sport par exemple, ou bien faire what's cricket, c'est aussi ça, c'est d'être quelqu'un sur lequel on peut dépendre en fait. Voilà, mais avec sa dimension aussi égalitaire, parce que si on est une brique dans un mur, toutes les briques sont identiques, c'est ça qui fait la solidité du mur, c'est que tout le monde est à la même place et Exactement. Du coup le scoutisme se pense au départ comme un égalitarisme. Tout à fait. Et donc c'est ça aussi qui est tout à fait paradoxal, intéressant. Donc comment insister sur ces valeurs d'égalité, etc., alors qu'on est dans une situation qui est tout à fait, tout sauf égalitaire. Donc c'est aussi ça, à mon avis, et c'est ce que j'essaie d'insister dans le livre, que en fait que le scoutisme a joué effectivement ce rôle. Parce que tout à l'heure, je disais que Chan Chun-ho, ce jeune garçon qui venait d'un milieu défavorisé, il a bien senti que, tiens, en fait, je peux aussi devenir scout, je peux aussi être comme les autres, malgré son milieu défavorisé. Et il y a différents exemples qui sont tout à fait parlants, et c'est ça aussi, dans le cours de mes recherches, que je trouvais ça absolument intéressant, que ça a créé un espace, si vous voulez, où les jeunes peuvent interagir entre eux et même pendant quelques heures, complètement, entre guillemets, oublier qu'en fait, on ne vient pas du tout des mêmes lieux. Normalement, on n'a pas du tout la possibilité d'échanger, etc. C'est le livre de Baden-Powell qui est publié en 1908, s'appelle Scouting for Boys, mais assez rapidement, vous le dites, cette idée des garçons qui vont être régénérés virilement par la vie en plein air, etc., ça intéresse aussi les filles et les éducatrices et éducateurs de filles qui vont chercher une manière de faire la même chose, mais sans faire exactement la même chose, parce que l'idée de filles complètement autonomes à vivre dans la nature, ça paraît presque impensable dans une Angleterre où la reine Victoria est morte quelques années plus tôt. Donc, comment ça s'adapte et comment ça naît, la variante féminine? Une chose que j'aime bien dire aussi aux gens, c'est j'insiste beaucoup sur le fait que ce sont les filles, même je cite Baden-Powell, they started themselves. Ce sont les filles elles-mêmes qui ont créé en fait d'abord le besoin
et ainsi que le mouvement. Évidemment, ensuite, il y a des filles, notamment dans le contexte britannique, qui sont vite déçues parce qu'au début, elles pensaient que tiens, je peux aussi être comme les autres, c'est-à-dire comme les garçons, on peut faire les mêmes activités. Donc, si on parlait tout juste d'être égalitaire, donc là, vous voyez, il y a aussi une question de parité, en fait, entre garçons et filles. Et au début, donc, en fait, il y a d'autres enregistrements, d'autres extraits vidéo des entretiens qui montrent bien que les filles en Angleterre, ceux qui étaient au tout début du mouvement, étaient pleines d'espoir. Elles pensaient que c'était aussi la même chose. Elles pouvaient devenir Girl Scouts. Mais quand le mouvement, donc quand vous dites, c'est en fait Baden-Powell qui disait non, c'est pas possible, on peut pas avoir les jeunes filles courir partout dans les parcs, c'est impossible. Et donc il a demandé d'abord à sa sœur et plus tard à sa femme d'être partie, aussi de contribuer et de formuler en tout cas un scheme, comme ils appellent ça ainsi, uniquement pour les filles. Donc il y aura différentes activités. Les filles peuvent aussi sortir, peuvent aussi faire du camping, mais il y aura dans un contexte beaucoup plus encadré déjà. Et la plupart des activités qui seront ensuite mises en avant seront plus, entre guillemets, féminines. Donc, il y a par exemple le housekeeping badge qui sera proposé aux filles, ou bien le nursemaid. Donc, c'est vraiment, vous voyez, c'est très dans un féminisé en fait. Oui, et une chose qui est étonnant, c'est alors qu'en Angleterre, on retrouve ces entretiens qui témoignent de la déception des filles sur le fait que c'est très féminine, c'est pas ça que je veux. En Malaisie britannique, c'est différent parce que j'ai trouvé des sources, des entretiens qui montrent une autre facette en fait. Il y a des filles qui disent non, je trouve que c'est très bien parce que c'est un badge. J'ai obtenu un badge pour l'entretien de la maison. J'ai pu aider maman. Et un badge veut dire que je suis compétente dans quelque chose. Je suis capable de faire quelque chose. Et pour ces jeunes filles en Malaisie, c'était l'idée que voilà, j'ai pu obtenir quelque chose, un badge pour montrer à tout le monde que je suis aussi tout à fait capable. Et c'est ça qui a donné une source, c'était une source de fierté pour ces jeunes filles. Oui, il y a quelque chose qui venait moderniser en partie les modèles genrés traditionnels de la société malaise, dans lesquels les jeunes filles faisaient des tâches féminines, mais qui n'étaient pas forcément valorisées, reconnues, instituées. Là, tout d'un coup, une même tâche devenait quelque chose qui prenait de la valeur, même si le rôle ne changeait pas forcément. C'est ça. Parce qu'elles sont, je cite par exemple Mina Segram qui dit que j'étais reconnue pour ce que j'étais capable de faire. Et c'est ça, je trouve, qui est précieux parce qu'on n'entend pas toujours déjà cette bannière de pensée et ces sources. On n'a pas beaucoup de sources non plus qui témoignent justement de cette approche à ce genre de compétences. Quel est le lien, en contexte colonial en particulier, entre le scoutisme et le protestantisme ? Parce que la société malaise est pluriconfessionnelle, tout à fait. Mais en même temps, les valeurs du scoutisme sont aussi les valeurs portées par tout le mouvement missionnaire, protestant, évangélique, anglophone du début du XXe siècle. Donc comment ça se concilie ? Alors, je dirais que d'abord en Malaisie britannique, l'aspect religieux, donc en fait les Scoutmasters en Malaisie coloniale, ont toujours pris le soin dans les archives, ça se voit, de ne pas insister sur par exemple le prosélytisme. C'était pas du tout ça leur but. L'idée c'était plutôt de faire quelque chose pour les garçons, pour les aider à devenir meilleurs. Je cite encore une fois, une meilleure version d'eux-mêmes et de lui-même. Et aussi ils étaient très sensibles à la question, parce que la plupart des Malais en Malaisie britannique, il faut dire, même aujourd'hui en fait, 99,9% des Malais sont musulmans. Donc évidemment, il faut pas du tout être trop insister trop sur les aspects religieux, comme vous pouvez m'imaginer. Et donc, on a des sources qui sont très intéressantes, qui montrent bien que
que malgré les éventuels problèmes qu'une vie en commun peut engendrer, parce que vous imaginez, vous allez au camping, il y a la question de la nourriture qui se pose. Est-ce qu'on peut préparer, par exemple, la nourriture et manger, par exemple, du porc à côté d'un musulman? Ça ne se fait pas. Donc, comment on fait? Donc, on a des témoignages, encore une fois, que je n'ai pas, en fait, utilisés dans le cadre pour le livre, qui montrent bien que les garçons étaient vite très attentifs. L'idée, c'était d'insister sur la vie communale et de ne pas vexer les autres. Et donc, c'est intéressant parce que c'est une initiative de leur part, en fait. C'est pas les Scoutmasters qui disent « Ok, bon, on va manger que des sandwichs au thon pour ne pas offenser quiconque ». C'était pas ça, c'est eux qui avaient pensé à... Voilà. Quelle serait la composition si on se transporte en Malaisie il y a un siècle, voilà, 1924, dans une compagnie de scouts? Est-ce qu'on aurait une majorité de garçons anglais, fils de gouverneurs et militaires, administrateurs, marchands, etc., et une minorité malaise? Ou est-ce qu'il y a des situations où c'est l'inverse? Ou est-ce que c'est une grande variété? Oui, il y a une grande variété parce que ça dépend d'abord des endroits. Ça dépend aussi, par exemple, à Singapour, il y a des chances que vous allez voir des patrouilles avec beaucoup plus de Chinois, par exemple, que de Malais. Et alors qu'à Selangor, vous allez probablement rencontrer beaucoup plus de Malais, etc. etc. Et il y a mais une chose qui est intéressante et important aussi, à mon avis, de signaler, c'est qu'il n'y a pas du tout de restrictions sur, comme ça a été fait, par exemple, dans d'autres contextes. C'est-à-dire que le mouvement scout en Malaisie, en fait, ils ont même souligné l'importance d'intégrer tout le monde. Donc, c'est-à-dire, peu importe si vous êtes d'origine eurasienne ou malaise, vous serez évidemment accepté, il n'y aura pas de souci, et nous serons dans un company qui est complètement mélangé. C'est pas le cas, par exemple, de Hong Kong, où au début, c'était très strict et ils ne voulaient absolument pas du tout inclure les garçons d'origine chinoise. Donc la Malaisie est un peu une exception de ce point de vue-là. Cette intégration, est-ce que vous avez rencontré dans vos recherches des phénomènes d'exclusion, des gens qui ont posé des problèmes de discipline, des situations conflictuelles? Oui, j'ai des sources qui témoignent évidemment aussi de ces aspects. Il y a notamment une autre chose que je n'ai pas pu utiliser alors que j'ai beaucoup parlé de cette source en particulier. Il s'agit d'un entretien de David Nair, qui ensuite est devenu un homme politique à Singapour. Et il était scout et il disait comment, malgré son statut en tant que scout, etc., il aimait bien provoquer en fait les colons. Et une fois, il a complètement changé les paroles de God Save the Queen, juste pour voir un petit peu la réaction de son headmaster. Qu'est-ce qu'il va dire? En fait, ensuite, il a dû quitter le mouvement scout parce que c'était pas du tout évidemment encourager ce genre d'activité, mais il était fier. Et donc, pour moi, malheureusement, dans cela aussi, c'est fait partie de la frustration pour moi, parce que c'est-à-dire que je n'ai pas pu interviewer David Nair, mais j'ai juste ces indications dans l'entretien, n'est-ce pas? Et donc, je sais que quelqu'un a posé une question, il a raconté cette anecdote, c'est très intéressant, mais je n'ai pas l'opportunité de dire, tiens, au fait, et donc, si c'était le cas, pourquoi est-ce que vous avez choisi de devenir scout alors? Je n'ai pas pu poser la question. Devenir scout, ça veut dire porter l'uniforme, et vous insistez, il y a un chapitre très intéressant sur cette question, sur le fait que le prisme de l'uniforme permet aussi de lire l'Empire comme un théâtre de performance coloniale. Et vous appuyez notamment sur un très très beau récit de George Orwell, Shooting an Elephant, qui raconte comment, pour tenir son rôle de colonisateur en Birmanie, il doit tirer sur un éléphant qui a causé des ravages, même après que l'éléphant soit calmé, parce que c'est ça qui est son rôle. Et du coup, tenir son rôle, c'est notamment porter l'uniforme. Alors, un uniforme avec un paradoxe, c'est que qui en uniforme en général dans le monde colonial, avec un casque colonial, un short, une chemise en coton, etc., c'est les colonisateurs. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire pour un enfant ou adolescent malais ou chinois de porter l'habit du colonisateur? Alors, la plupart des sources dont je dispose et qui parlent justement du port de l'uniforme montrent bien que, en tout cas d'abord je veux parler des scouts, pour les garçons, c'était une source de fierté.
Il y a par exemple certains qui vont dire ah oui j'étais tellement garang, c'est-à-dire j'étais tellement en fait furieuse en fait c'est la traduction en malais pour ce mot malais. Et il y a aussi par exemple d'autres qui disent ouais je sais que je peux aussi je peux faire comme eux. Et il y a notamment une source qui est très intéressante, très parlante, parce qu'il s'agit de quelqu'un qui ensuite est devenu colonel à l'armée. Je dis bien l'armée singapourienne après l'indépendance. Et il a obtenu un job grâce au fait qu'il était scout. Et il a porté évidemment l'uniforme le jour de son entretien pour bien insister que oui, en fait, je suis scout, je suis encore scout et je ne serai pas une menace, je serai même plutôt conciliant et vous pouvez compter sur moi. Oui, c'est un signe d'intégration au système impérial et le fait qu'on fait partie des gens qui collaborent au bon fonctionnement du système. C'est ça. Mais en même temps, vous montrez dans ce chapitre qu'il y a des moments d'inconfort, que le fait de se plier à une norme vestimentaire européenne qui en plus n'est pas forcément totalement adaptée au climat local, etc. Bon, ça pose aussi des problèmes. Il y a des gens qui sont mal à l'aise avec cet uniforme. Oui, tout à fait. Donc, il y a ceux qui pensent que, par exemple, il faut imaginer que la Malaisie, pour ceux qui ne connaissent pas du tout cette partie du monde, Singapour, en fait, il y a très peu de variations. Il n'y a pas des 4 saisons, par exemple. On n'a que 2 saisons. Je vais bien dire aux gens, c'est chaud ou plus chaud. Et donc, ça veut dire que vous allez voir ces 30-35 degrés en plein milieu après-midi. Et donc, c'est très chaud. Et comment porter, par exemple, des chaussettes en laine et un foulard au cou. C'était, dans ce climat, c'était absolument pas du tout confortable. Mais il y a quelque chose qui est intéressant que j'ai essayé aussi d'insister dans le livre, c'est le fait que parfois, c'est justement parce qu'on n'est pas confortable, on est inconfortable avec le port de ces différents instruments qu'on est... En fait, on se sent en contrôle, en fait. Et c'est le début du chapitre sur le port sur l'uniforme. Et on voit bien que même les Britanniques eux-mêmes portent un uniforme qui est absolument pas du tout commode. C'est très inconfortable dans des circonstances ainsi, équatoriales. Avec un autre élément intéressant, et alors là vraiment qui est très révélateur des jeux d'identité et de statut dans cette société coloniale, c'est que comme ça donne une forme de prestige, une forme de respectabilité, il y a des jeunes gens qui vont se mettre à porter l'uniforme scout alors qu'ils ne sont pas scouts, à la façon dont au Moyen-Âge des gens pouvaient se faire tondre les cheveux pour se faire passer pour des religieux et bénéficier de privilèges. Il y a des affaires comme ça. Là, on a des affaires avec des gens qui ont fait leur propre uniforme, pris un uniforme qui n'était pas eux, et du coup, il y a des réglementations qui disent attention, il faut vérifier qui porte l'uniforme ou pas. Je cite le commissioner de Perak dans les années 1930. Qu'est-ce qui se passe quand un non-scout, un parasite ou semeur de troubles, circule dans les environs en portant partiellement l'uniforme, en se faisant passer pour un scout et obtient ce faisant de l'argent et de l'assistance. Il est simple de tromper les membres du public. Donc ça veut dire qu'il y a une inquiétude sur cette visibilité du statut que donne le scoutisme. Oui, tout à fait. Et parce que le statut veut dire beaucoup de choses. Il y a, dans le cas de cette personne qui a de Lazarus, en fait, qui a porté un uniforme, il a essayé de solliciter différents des uns des autres pour l'argent, parce que soi-disant, il était complètement perdu, il n'a pas assez d'argent pour retourner chez lui, et donc il a essayé de faire croire aux autres qu'il était scout, donc il fallait l'aider, parce que c'est quelqu'un qui est tout à fait honorable, etc., etc. Et donc, il se trouve que c'était absolument pas du tout le cas, et il a fabriqué lui-même des différents objets. Il a trouvé certains objets. Il a acheté, par exemple, de scout belge, la ceinture pour faire croire qu'il était scout, etc., etc. Donc, il y a le cas de ce scout. Il y a aussi d'autres cas qui sont plus graves. Par exemple, je pense notamment, je ne sais pas si j'avais mis ça dans le livre, mais il y a le cas dans les années 60, fin des années 60, de quelqu'un qui dans son CV avait indiqué qu'il a obtenu un des grades les plus importants dans le mouvement scout de la Malaisie, pour faire croire, encore une fois, à ses employeurs qu'il était quelqu'un de tout à fait honorable. Mais ses employeurs ont essayé de retrouver les infos parce qu'ils étaient très fiers. Et évidemment, ce n'était pas du tout ça. Et il a été obligé de payer une amende.
Il y a une dimension aussi qui est intéressante, comme on a affaire évidemment à des adolescentes et des adolescents, c'est que se pose très vite la question du contrôle de la sexualité, du fait que le scoutisme peut être vu par beaucoup de gens comme une manière d'encadrer l'activité, de faire une bonne dépense d'énergie pour qu'il n'y ait pas de tentation sexuelle ou de risque de basculer dans le désordre de ce côté-là. Mais il y a aussi des gens qui s'inquiètent et qui se disent, notamment pour les parents de jeunes filles malaises ou chinoises, qui se disent, est-ce que c'est pas un lieu où on va se dévergonder, où on va sortir du cadre traditionnel familial où on voudrait que ces jeunes filles restent, et finalement est-ce que le scoutisme ne va pas leur permettre d'avoir des expériences peut-être inappropriées. Donc ça joue dans les deux sens, cette question du contrôle des adolescents, des adolescentes. Oui, tout à fait. J'aime bien aussi à dire aux gens qu'il y a un exemple qui est tout à fait étonnant, c'est le fait que chez les guides, en fait, on explique aux filles, aux jeunes filles, comment utiliser, par exemple, une machine à coudre. Donc, il y a bien de plus, entre guillemets, féminine, si vous voulez. Oui, domestique, féminin, parce qu'on reste à la maison, les machines à coudre, c'est très bien. Et en plus, à cette époque-là, il y a beaucoup de femmes qui peuvent gagner de l'argent tout en restant à la maison, en travaillant comme des couturières, par exemple. Ça, c'est très bien. Mais pour des familles un petit peu plus conservatrices, pour eux, la question, c'est pas qu'est-ce que c'est cette machine qui fait basculer les hanches. Donc, c'est parce que en fait, pour eux, c'est tout sauf ces machines sont très modernes et c'est tout sauf une activité qui doit être conseillée aux jeunes filles parce que vous voyez, donc les anciennes machines à coudre, en fait, obligent l'utilisateur de bouger les hanches et afin de je sais pas oui, comment. Il faut actionner les pédales. Il y a un mouvement corporel qui fait que la machine pourrait être un objet d'excitation. Exactement. Donc, il parlait des excitations pelviennes qui sont tout à fait... qui a horrifié certains parents. Donc, on retrouve, par exemple, dans les archives des lettres des parents, des plaintes, par exemple, qui expliquent qu'est-ce que c'est ça ? C'est pas du tout une bonne activité pour des jeunes filles, des familles respectueuses, etc., etc. Alors on va écouter une de ces femmes qui ont été scouts dans leur enfance, qui raconte ensuite lors de l'enregistrement de cet entretien, et qui raconte en particulier un épisode très révélateur. C'est le moment où elle est elle-même devenue une chef guide. Mm-hmm. Du coup, elle fait passer des examens à d'autres jeunes filles pour voir si elles ont bien appris à faire un feu, à faire un camp, à faire une tente, etc., etc. Et c'est elle s'appelle Chan Xiong-Fok, mm-hmm. Donc je ne sais pas si elle est chinoise d'origine. Oui, elle est chinoise d'origine, mm-hmm. Et du coup, c'est une chinoise colonisée donc d'origine, mais qui fait passer un test à des Anglaises. On l'écoute et on va comprendre que ça ne va pas de soi. And I went down to test some British girls. Now, British girls, they were so used to being the superior, the boss because they were the colonialists. So Asians somehow is second grade to them. But I went down to test these girls, and I remember these girls took the test along Changi Bridge. So when I went to test these girls, I also looked out for that. So I failed her. And when I failed her, there was a big hello that I failed the British girls. We went right up to England. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, donc on est en 1950, c'est un extrait que j'ai un petit peu abrégé pour qu'on comprenne le mieux possible. Donc on a une jeune fille d'origine chinoise qui s'appelle Chan Xiong-Fok, qui fait passer un test à des jeunes filles britanniques, et les jeunes filles britanniques échouent au test, et ça provoque presque un scandale, parce que effectivement, il n'y a presque aucun autre contexte dans la société coloniale où un ou une colonisée peut avoir presque un rapport de pouvoir. C'est ça. Et ce qui est pour moi très intéressant dans cet extrait, c'est le fait que Chan Xiong-Fok, elle souligne que d'abord qu'elle-même, quand elle était guide, elle a appris qu'est-ce qu'il faut faire, les aspects les plus importants lorsqu'on fait un test de ce type. Et donc, elle a utilisé la même structure, exactement les mêmes compétences qu'elle a acquises en tant que jeune guide quand elle est devenue commissioner. Donc pour elle, en fait, elle a bien insisté tout au long de cette partie de son extrait que oui, mais moi, je ne fais que appliquer
exactement ce que j'ai appris. Donc, c'est pour ça que d'abord qu'elle n'était pas en tort, et même quand ça a créé tout un scandale, et je cite, a dit que le Chief Commissioner of England voulait absolument un rapport parce qu'elle me demandait pourquoi est-ce que cette fille qui est britannique a échoué. Oui, pourquoi elle a été recalée. Oui, c'est ça. Et donc, j'ai écrit un rapport, elle dit, et elle s'était finalement satisfaite parce que j'ai donné tous les points et je fais exactement comme il a fait. Alors, le scoutisme reste un enjeu dans la période, là on était en 1950, justement c'est le moment où on entre dans ce qu'on appelle la emergency, la situation d'urgence liée à l'anticolonialisme post-Deuxième Guerre mondiale. Et le scoutisme est vu à l'époque par les autorités, mais aussi par une partie de la société colonisée, comme un rempart, et notamment un rempart contre le communisme. Plutôt que d'une jeunesse tentée par le communisme et tout le désordre que ça peut provoquer, finalement le scoutisme peut être remobilisé par les colonisateurs, mais aussi par une partie des élites colonisées qui disent, même dans un pays indépendant, on veut être préservé du danger communiste. En plus, en 1949, la Chine a basculé complètement dans le communisme avec la victoire des troupes communistes de Mao Zedong. Donc ça veut dire que là, l'enjeu du scoutisme est repolitisé encore plus. Exactement, parce qu'il faut savoir que pendant une bonne partie, en tout cas, des bons chronologies que cette thèse et la thèse, et puis ensuite ce livre a abordé, conscient. En fait, le scoutisme ainsi que le guidisme étaient toujours considérés comme des bonnes activités extracurriculaires pour les enfants, et donc il ne doit pas y avoir un aspect politique là-dedans. Et même qu'il y a évidemment des colons qui ont occupé des hauts postes qui sont devenus scouts et des scoutmasters eux-mêmes en Malaisie. Donc pendant très longtemps, l'idée c'est de ne pas mobiliser le scoutisme, en tout cas pas ouvertement, comme pour des raisons politiques. Et là, on voit que c'était vraiment à ce moment de emergency que les autorités coloniales disent « Ah tiens, au fait, ça peut être une bonne chose ». Et c'est ce qui va se passer. Et effectivement, c'est une chose qui était très, très importante pour les autorités à ce moment, c'est justement la question des communistes, des Malayan Communist Party, qui a essayé d'infiltrer, je cite, infiltrer les écoles et de détourner, je cite encore une fois, des jeunes et de les effets des communistes. Et c'est pas une bonne chose, il faut qu'on fasse quelque chose. Et le scoutisme est justement la réponse à ce problème. Est-ce qu'au moment de l'indépendance de la Malaisie en 1957, et puis ensuite Singapour séparé en 1965, est-ce que ces moments-là, il y a des voix qui se sont élevées pour dire à bas le scoutisme, c'était l'instrument impérial, c'était l'instrument de la domination, il faut en finir avec ça, il faut retrouver d'autres formes locales, identitaires d'encadrement de la jeunesse, ou en tout cas le scoutisme, c'est l'ennemi. Est-ce que ce débat a eu lieu ? Non, pas à ce point-là. Et c'est d'ailleurs ça qui est très étonnant. Mais on aurait pu effectivement se poser la question, mais parce qu'on veut complètement changer les choses, etc., etc. On pourrait dire à la limite que dans le contexte, dans le cas de Singapour et la Malaisie, puisque l'indépendance n'a pas été, c'est pas comme par exemple le cas de l'Indonésie, en Indonésie, il y a une guerre très sanglante et il y a des relations qui sont très tendues, difficiles entre les Indonésiens et les autorités, et les Néerlandais. On pourrait imaginer que c'est peut-être pour cette raison que il n'y a pas une urgence ou l'importance de tout détruire et de tout démanteler. C'est peut-être ça. Mais on voit qu'en Indonésie, qu'est-ce qu'on constate ? Il y a par exemple, les autorités indonésiennes, tout de suite après l'indépendance, qui décident de garder la même chose, c'est-à-dire l'instrument, le scoutisme pour les propres besoins. Donc c'est ça aussi qui est étonnant. Donc ça veut dire qu'il y a des continuités période précoloniale, période coloniale, qui renvoient à ce qu'on peut voir dans d'autres contextes. Je signale notamment le livre de Romain Tiquet sur le travail forcé au Sénégal, où le Sénégal indépendant, c'est autre chose, mais c'est aussi une logique intéressante. Se rend compte que faire travailler les gens de force, ça peut être aussi utile pour l'État indépendant que pour l'État qui a été colonisé. Merci beaucoup, Christina Djamilou. Je rappelle le titre de votre livre, Des scouts en Malaisie britannique, une histoire de la mondialisation culturelle de la jeunesse, avec beaucoup de documents aussi intéressants qui sont reproduits, issus notamment des magazines scouts
scouts de l'époque, avec des cartes. Enfin voilà, c'est un livre qui permet aussi de découvrir cette région qui est moins connue sans doute en France que les régions de l'Empire colonial français. Est-ce que pour terminer, vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez partager à ce micro? Bon, c'est peut-être parce que je viens de faire un séminaire il y a 1 heure. Mais le premier livre qui vient à l'esprit est celui de Michael Keevack, Becoming Yellow. Et qu'est-ce que c'est Becoming Yellow? C'est un livre qui, je vous donne peut-être le titre en entier, c'est A Short History of Racial Thinking. Et en gros, Michael Keevack examine comment, vraiment au moment du 17e, 18e siècle, les Asiatiques deviennent, en fait, comme il cite dans le livre, comment les Asiatiques deviennent jaunes dans l'imaginaire des Européens, des Occidentaux. On mettra la référence sur le site, le site de Parole d'Histoire. Merci encore. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.